Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Espace TV. Le journal, c'est tout de suite. L'enfant qui a trouvé la mort à Sonfoni à Casse n'est pas mort par balle. Le papa de la victime vient ainsi accréditer le communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L'une de nos équipes était dans la famille Fofana ce matin. L'appel à la résistance lancé par le FNDC a viré au drame dans la commune urbaine de Labé. 2 personnes y ont perdu la vie dans les échauffourées opposant manifestants aux forces de l'ordre. Nous reviendrons dans un court instant sur ces 2 journées de violence dans la ville. Et puis au même moment, le secteur pharmaceutique risque d'être paralysé la semaine à venir. Les professionnels de ce corps ont déposé un préavis de grève si leurs revendications ne sont pas d'ici là satisfaites par le gouvernement. Aboubakar Sidiki Fofana n'est pas une victime des forces de l'ordre comme l'avait annoncé hier le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le jeune, âgé de 9 ans, est mort suite à l'explosif du airbag d'une voiture. L'acte s'est déroulé à Sonfoni à Casse. La famille de l'enfant est inconsolable. Idrissa Bari, Ibrahim Mansour et Camara se sont rendus dans la famille ce matin. C'est aux environs de 10 heures qu'Aboubakar Sidiki Fofana, âgé de 9 ans, après avoir quitté l'école, s'est rendu dans l'enceinte de cette cour pour jouer au football avec ses frères et ses camarades. De loin, ils ont aperçu une fumée qui s'échappait. Des enfants du quartier, qui voulant récupérer le métal, ont mis du feu sur l'airbag de voiture qu'ils ont pris à la casse. Curieux comme tout enfant de son âge, Sidiki et ses 2 frères s'approchent pour voir de quoi il s'agit. Entre-temps, une explosion retentit et un métal le touche, causant une fracture ouverte de son crâne. Ils ont vu maintenant que ça brûlait, ils sont venus maintenant pour voir exactement ça s'agit de quoi. Ça s'est coïncidé à l'explosion maintenant de l'engin en question. Quand l'engin s'est explosé, c'est parti au mur et a attrapé la tête du petit. Son petit frère aussi, et son grand frère aussi, ça va attraper maintenant sur le pied de son grand frère. Et son petit frère, il y a les loussures maintenant qui étaient dans l'engin, qui sont versés sur lui. Voilà maintenant ce qui s'est produit maintenant. Après, quand on a pris l'enfant en premier lieu, mais ça avait fait plus de 30 minutes, l'enfant était là, tout le monde avait eu peur de prendre. L'image de cet accident a vite fait le tour des réseaux sociaux et de certains sites d'information avec des internautes qui ont voulu faire porter le chapeau aux forces de l'ordre sous prétexte que c'est une balle qui aurait touché le petit. Son oncle réfute cette accusation et apporte des précisions. Non, c'est très loin même d'une balle, c'est très loin même du goudron. C'est un lieu où les enfants jouent. Ils sont venus maintenant pour brûler des fers. Parce qu'à chaque fois qu'ils ramassent des fers, ils le brûlent d'abord avant de revendre. Sur le même coup, les frères de Sidiki et 2 autres enfants ont aussi été touchés par les débris de cette explosion, causant des blessures graves sur leur corps. Sidiki, qui a rendu l'âme hier aux environs de 17 h à l'hôpital d'Onka, a été inhumé ce jeudi au cimetière de Sonfoni à Casse. Si les agents des forces de l'ordre ne sont pas responsables de la mort du jeune Fofana, eh bien, il y a tout de même de graves accusations contre ces mêmes agents des forces de l'ordre après l'incendie d'une bonne partie du marché de Koloma. Les magasins et boutiques sont partis en fumée. Plusieurs marchandises ont été réduites en cendres, comme vous le verrez en image. Des éléments de la police, notamment de la CMS, sont pointés du doigt par les victimes. Dans ce reportage exclusif de Djibril Ba, on aperçoit des agents dans une posture suspecte sur le lieu. Ce sont des images inédites des policiers en action en train de brûler des tabourets et des étalages au marché de Koloma. Cette marchande ne peut se consoler avec cette attitude des hommes en uniforme alors que ces derniers sont censés les sécuriser. Elle n'est pas la seule à avoir la mort dans l'âme. Son petit magasin rempli de plusieurs articles a essuyé la colère des policiers. J'habite à Kagbeling. On m'a appris que mon magasin a pris feu. Ils m'ont dit que les policiers ont brûlé mes marchandises et c'est ce que j'ai trouvé. De nombreux lieux ont été ainsi consumés. À la suite de cet incendie, c'est l'émotion et la consternation qui habitent les marchands de Koloma.
ne doivent pas casser nos véhicules. Là où je gare appartient à un des leurs. C'est là qu'il gagne sa vie. Pourquoi ils s'en prennent aux véhicules et nous agressent? Je ne sais pas, regardez, un porte de l'ordre qui doit protéger le bien des gens, c'est lui qui vient brûler les marchandises des gens, à casser les vitres des véhicules, des parcs de véhicules des gens, bien casser de ça. Vraiment, c'est dommage, mon frère. Les forces de l'ordre sont accusées par plusieurs citoyens de commettre des exactions. Quelques-uns utiliseraient même des armes à feu contre les populations sur l'axe. Et puis, dans ce climat délétère, les journalistes à la recherche de l'information sont des proies faciles. Tenez, un confrère d'évasion a été la cible d'un groupe d'individus la nuit dernière à Bambeto. Son matériel de travail et autres biens personnels ont été emportés. Bien qu'ayant décliné son identité, il a été violenté. Nous reviendrons sur cet élément demain dans nos éditions d'information. Revenons sur ces 2 journées de tumulte à la baie. L'appel à la résistance lancé par le Front national de défense de la Constitution a engendré des violences qui ont entraîné la mort de 2 personnes et de nombreux blessés. La salle d'audience du tribunal de première instance et le bureau du procureur ont été incendiés. L'une des victimes, Suleiman Diallo, était un maçon de profession. Il a été atteint à la tête. Dans sa famille, on s'en remet à la volonté divine. Salibi Lalisso. La ville de la baie, qui habituellement grouillait du monde, est totalement à l'arrêt. Sur les différents axes routiers, ce sont les jeunes qui semblent contrôler la situation. Nous manifestons pour préserver non seulement la Constitution, pour préserver à même la démocratie en Guinée. Quelque temps avant notre arrivée, ces jeunes qui a requis l'anonymat dit avoir frôlé le pire avec ses amis. Ils exigent désormais le départ du gouverneur de région, Madi Findiane. On a barricadé la route ici, on n'a pas brûlé des pneus ici. Ils ont venu tirer des balles réelles sur nous et puis des gaz lacrymogènes. On est prêt parce qu'on veut que Alpha parte. Et surtout le gouverneur de la ville doit partir maintenant. Parce qu'il a ordonné les militaires qui sont au camp là-bas d'entrer en ville, de tirer sur les gens. Ça, c'est pas normal. On est contre ça. On vous l'a fait. Revenant à la charge, Mamadou Nou déplore la mort, dit-il, des personnes désarmées. Nous déplorons les morts, les cas de morts. Donc nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. On veut juste montrer à l'opinion nationale et internationale que nous ne voulons pas, en tant que Guinéens, qu'il y ait tripatouillage, qu'il y ait 3e mandat. À quand le véritable retour au calme dans la cité de Karamoko Alpha Moulabé? C'est désormais l'épineuse question que les citoyens se posent. Surtout que nous apprenons de sources concordantes l'arrivée de plusieurs renforts. Et pendant ce temps, le FNDC suspend son appel à la résistance pour permettre aux Guinéens de s'approvisionner en denrées et permettre également d'enterrer les personnes mortes au cours de ces différentes manifestations. Et le FNDC compte donc reprendre le mouvement le 21 janvier prochain. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. La CENI, privée de ses 7 commissaires, est toujours dans la volonté d'aller aux élections le 16 février. C'est ce qu'elle nous a fait comprendre ce matin avec le lancement officiel des opérations d'affichage des listes électorales provisoires. Cet élément de Mamadou Saliouba et d'Ibrahima Souman est rendu en studio par Mamadou Kalisso. Alors que beaucoup craignent un report, alors que les partis ténors de l'opposition continuent de bouder le processus électoral, la CENI de son côté retrousse davantage ses manches. Ce matin, dans la commune de Matoto, elle a lancé les opérations d'affichage des listes électorales provisoires. C'est tout simplement procéder au lancement officiel au niveau de la commune de Matoto de cette importante phase d'affichage et de correction des listes électorales provisoires pour permettre à tous les citoyens qui se sont fait enrôler dans les semaines qui sont passées de venir vérifier si les informations les concernant sont des informations correctes. Pour la réussite de l'opération, les chefs de quartier et membres de démembrement de la CECI de Matoto sont invités. Les citoyens auront 5 jours seulement pour signaler toute anomalie. Mais qu'importe, il faut faire rapidement et permettre aux citoyens d'aller voter. Normalement, ces opérations d'affichage et de correction des listes électorales sont censées prendre fin le 20. Dès après ça, c'est les corrections et le traitement des réclamations. Et ensuite, on va procéder à
l'édition des cartes d'électeurs. L'affichage de ces listes électorales pourrait commencer dès demain sur toute l'étendue du territoire national. Après Matoto, le commissaire David va se rendre à Matam et à Kaloum pour lancer les opérations d'affichage de ces listes électorales. Pour les communes de Ratouma et de Dixine, rien n'est sûr. Je n'en sais absolument rien, comme ce n'est pas des localités qui sont dans ma juridiction. Je ne sais pas très bien ce qui est occupé à s'y passer maintenant. Mais je suis convaincu que ma collègue aurait très certainement adopté la même méthodologie d'approche que moi. Le commissaire rassure néanmoins que la date du 16 février est tenable. La campagne électorale devrait être lancée normalement depuis mardi et 15 jours devraient être accordés pour la correction des listes électorales provisoires au lieu de 5 jours prévus par la CENI. Justement, les législatives sont prévues ce 16 février 2020. Cette date sera-t-elle respectée par l'organe de gestion des élections? Certains membres des démembrements de la CENI n'y croient pas et ont profité de ce lancement des opérations d'affichage des listes électorales pour interpeller l'honorable David Camara sur quelques irrégularités pouvant décrédibiliser le scrutin à venir. Mamadou Saliouba, Ibrahima Camara. C'est une révélation faite en pleine réunion. Le commissaire David donnait une précision quand soudain dans la salle, un membre de la CECI de Matoto, preuve à l'appui, saisit l'opportunité pour informer que 2 commissaires de la CECI de Matoto sont remplacés par le RPG Arc-en-Ciel. Ces éléments-là viennent de la structure du RPG Arc-en-Ciel qui doivent être remplacés automatiquement. C'est ce que je viens de dire. On ne doit pas les remplacer. Une fois que vous prêtez serment, vous êtes maintenant sous l'autorisation de la CENI. Ce n'est pas l'autorisation de la structure qui t'a désigné. Le document attestant le remplacement des 2 commissaires est signé par un mandataire du RPG Arc-en-Ciel le 30 novembre dernier. Il révèle que les 2 personnes sont remplacées pour des comportements incongrus et incompatibles au bon déroulement du processus électoral. Ce qui n'est pas valable pour ce membre de la CECI de Matoto, d'autant plus que ces commissaires ne devraient être aux ordres d'aucun parti politique. C'est comme si vous prenez le code électoral, dans son article 11, vous pouvez prendre, vous allez voir, c'est très bien précis. Et c'est au niveau de des commissaires centrales, c'est-à-dire au niveau de la CENI, où là, si des cas de maladie sont avérés, ou si la personne démissionne, ou si la personne vraiment essaye de participer à une réunion politique et qui est constatée avérée, là, on avise directement la Cour constitutionnelle. Certains membres de la CECI de Matoto constatent plusieurs dérapages, causés souvent, selon eux, par des autorités locales qui s'ingèrent dans le processus. Un des vice-maires qui est M. Traoré, dans mon démembrement d'Amodi, j'ai fortement discuté avec lui parce qu'il est venu s'impliquer, s'ingérer dans la gestion du processus électoral. Chose qui ne se doit pas. Parce que nous sommes là, nous ne nous présentons pas en tant que commissaire de tel parti, mais nous nous présentons en tant que commissaire de la CENI. Dans ces conditions de traitement, certains membres de la CECI de Matoto craignent pour la réussite des élections. Ils demandent le retour des commissaires remplacés au risque de boycotter le processus. Et puis c'est officiel, la campagne électorale pour les élections législatives s'ouvre ce jeudi 16 janvier 2020 à 0h pour prendre fin le 14 février à 0h. L'annonce a été faite ce mercredi à travers un décret signé donc du président de la République, le professeur Alpha Condé. 5 morts et des blessés graves, c'est le triste bilan de 2 accidents de moto survenus en l'espace de 2 jours dans la préfecture de Mamou. L'excès de vitesse et les surcharges sont entre autres les principales causes de ces accidents mortels. Le point, c'est avec notre correspondant à Mamou, Alpha Mamoudou-Bari. Le premier cas s'est produit dans la soirée du dimanche 12 janvier au quartier Madina Siri, précisément à la Boussole. C'est une moto de marque TVS avec à son bord 4 personnes qui est entrée en collision avec un camion remorque. Sur place, 2 personnes, dont le conducteur de la moto, ont perdu la vie, 2 autres grièvement blessés. Le motard venait vers Kindia, il était derrière un camion et arrivé au village, il voulait doubler le camion qui était devant lui en 3e position. Ça correspondait à un camion qui venait à sa gauche. Donc il a percuté le camion qui venait à sa gauche. Le passager qui était devant lui, ce dernier est tombé. Et le camion qui partait
Et le pneu a monté sur la tête. Il a écrasé la tête. Et le chauffeur même, le motard, il est tombé et ses reins sont cassés. J'étais 4 sur la moto. Le second cas s'est lui produit ce mardi 14 janvier dans la sous-préfecture de Douné, qui est à 30 km de Mamou Centre. Selon le sous-préfet de cette localité, ce sont 2 motos qui se sont rencontrées à la rentrée de la sous-préfecture. De ce côté, 3 personnes ont trouvé la mort, 3 autres gravement blessés. Le taxi-moto qui quittait du côté de Mamou pour venir avec les passagers au marché de Douné avait 3 personnes. Plus lui-même, ils étaient 4. Celui qui quittait vers le marché de Douné pour partir à la recherche des clients vers Mamou supportait aussi certainement une personne. Le chauffeur des 2 taxis-motos, le choc était si violent et la femme qui venait directement après le chauffeur, assise après le chauffeur du côté qui quittait vers Mamou, le choc était si violent que les 3 là ont rendu l'âme sur le terrain. Selon le constat des agents de la sécurité routière de Mamou, l'excès de vitesse et les surcharges sont les principales causes de ces 2 accidents mortels. Les pharmaciens du secteur privé vont déclencher à partir du lundi 20 janvier une grève de 3 jours sur toute l'étendue du territoire national. Leur décision est motivée par la non-satisfaction par le ministère de la Santé de leur plateforme de revendication portant sur la limitation du nombre de sociétés grossistes repartiteurs, l'installation et le fonctionnement de la brigade de répression Médicrime. On écoute le Dr Manizé Collier, secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée. Considérant que le rapport de la commission d'évaluation des 58 sociétés grossistes répartiteurs est déposé depuis le 9 octobre 2019. Considérant à ce jour la non-satisfaction des points de revendication formulés dans le préavis de grève du 20 mars 2019, à savoir pour l'essentiel la limitation du nombre des sociétés grossistes répartiteurs évoluant en Guinée, l'installation et le fonctionnement de la brigade de répression Médicrime pour assurer la fermeture des points de vente de faux médicaments par les non-professionnels dans les marchés et le long des routes, la réinstallation soutenue des pharmaciens à l'intérieur du pays. Les organisations professionnelles de la pharmacie décident de déclencher une grève de 3 jours à compter du lundi 20 janvier 2020 par la fermeture des officines privées sur toute l'étendue du territoire national. Revenons sur l'école des sourds-muets de Boulbinet dans la commune de Kaloum. L'établissement est confronté à d'énormes difficultés, entre autres le manque d'enseignants et l'insuffisance de salles de classe. Cela impacte négativement sur l'éducation des élèves. Rosaline Gotemonomo, Amar Alexila. Cette école a été construite par le gouvernement guinéen en partenariat avec le Corps de la Paix, une institution américaine. Il est composé de 8 salles de classe qu'occupent la maternelle et le primaire. C'est seulement en 2001 que cette école a pu avoir le secondaire. Mais par manque de ressources humaines, cela n'a pas continué. On a eu le collège ici en 2001. Donc au collège, j'enseignais seul toutes les 8 matières parce qu'il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas de professeurs. Après, on a pu trouver 3 professeurs, un professeur de chimie, de physique et de la mathématique. Donc on a continué jusqu'en 10e année. On a eu même un sourd-muet qui a pu avoir son brevet ici. Mais après ça, les enseignants nous ont tous quittés parce qu'ils n'ont pas été encouragés. Bon. Aujourd'hui, les responsables de l'école sont obligés d'orienter les élèves dans l'enseignement professionnel. À ce niveau aussi, les élèves sont confrontés à des difficultés de communication. Nous avons été obligés d'orienter les enfants vers formation professionnelle dans 3 filières. Menuiserie, maçonnerie, plomberie sanitaire. Donc, même là-bas aussi, nous avons rencontré les mêmes problèmes. Langue des signes, c'est tout le problème. Les enfants ont abandonné. Aujourd'hui, ils sont à la charge de leurs parents.
Les directeurs de cette école planifient de former les enseignants à la langue des signes avant de rouvrir les secondaires. Ils préparent des manuels didactiques afin de faciliter la tâche aux enseignants. En entendant de former les enseignants pour les suivre au collège. Même si ils vont dans les centres de formation professionnelle, les anciens formateurs qui sont là-bas doivent être formés aussi en langue des signes. Je prépare des manuels pour ça aussi. C'est pourquoi j'ai demandé protection de la langue des signes et des manuels de formation en langue des signes. Beaucoup d'institutions soutiennent cette école, dont l'ONG des sourds, car les membres de cette organisation non gouvernementale sont en majeure partie des élèves de ce centre de formation. L'ONG Wafrika, dont la mission est de contribuer à l'amélioration du statut socio-économique des femmes, vient d'achever son projet de prise en charge intégrée des jeunes filles vulnérables. Durant la mise en œuvre de ce projet financé par Misoka, géré par ONU Femmes du Sénégal, ce programme a permis à cette structure de protéger et de rendre autonomes 50 jeunes filles et femmes à Conakry et à Koya. Idrissa Bari, Lamine Silla pour plus de détails. Elles sont pour la plupart victimes de déscolarisation, mariage précoce et forcé, violences conjugales et abandon. Pour leur permettre d'être autonomes en leur permettant d'avoir une activité génératrice de revenus, Wafrika, à travers le fonds Muskoka géré par ONU Femmes Sénégal, a initié un projet de prise en charge intégrée des jeunes filles vulnérables. Grâce à ses soutiens, cette dame a pu créer un atelier de couture et cette autre dame a développé son commerce. Je n'avais personne pour me soutenir à développer mon activité, puisque je travaillais dans ma maison. C'est ma rencontre avec Wafrika Guinée qui m'a permis d'ouvrir mon atelier de couture. Je n'avais pas assez de moyens, mais à présent, je remercie Dieu. Maintenant, je me débrouille pas mal avec Wafrika qui m'a vraiment soutenu. Je ne le remercierai pas assez. Ce projet de Wafrika a touché 50 filles, dont 35 à Conakry et 15 à Koya. Dans son exécution, les participantes ont bénéficié d'un appui psychothérapeutique professionnel, incluant des séances individuelles et de groupe, un programme de coaching en développement personnel et des formations en montage et gestion d'une activité génératrice de revenus en vue de les préparer à une meilleure insertion professionnelle ont été fournis à ces femmes. C'est le cas de ces bénéficiaires de Koya. Wafrika Guinée m'a beaucoup aidé. Avant, j'avais du mal à bien gérer mon commerce. Mais au terme de la formation avec eux, j'ai acquis beaucoup de connaissances et à présent, mon activité se porte mieux. Même s'ils ne nous avaient pas donné cette machine ou des fonds, la connaissance qu'ils nous ont donnée est en soi énorme. Par exemple, si tu as 5 000, comment multiplier cela en 50 000 francs? Alors, grâce à cet appui de Wafrika, désormais, je peux assurer la charge de ma famille. Ce projet s'est déroulé du 14 octobre au 31 décembre 2019 en collaboration avec la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition. Il s'inscrit dans le champ d'action de Wafrika Guinée qui est de lutter contre toute forme de violence faite aux filles. Si tu as un problème, tu ne peux même pas penser à être autonome, tu ne peux pas penser à mener une activité normale. Donc nous visions à sortir ces femmes-là de ce phénomène-là et de les aider à s'autonomiser. Et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons estimer qu'on a atteint l'objectif visé. Wafrika Guinée, au-delà de la formation, a aussi accompagné ses filles dans l'obtention des pièces d'identification, notamment la carte nationale. Cette structure de la société civile guinéenne, dans le cadre du suivi des activités, a mis à la disposition de ces jeunes femmes des outils de suivi de leur activité en leur assistant dans l'ouverture de comptes bancaires pour une inclusion financière afin de pérenniser leur business. Page sport football, le club du président Bouba Sampil à Escaloum était l'hôte du club olympique de Kakandé ce mardi 14 janvier 2020 sur la terre battue du stade Cabinet Kouyaté de Matoto. Il s'agit pour ce club de mieux affûter ses armes lors de sa prochaine sortie contre le Wakria AC, prévue ce samedi au compte de la 7e journée du championnat national Ligue 1 Pro au stade du 1er mai de Boké. Reportage Moussa Campos Soma, El Ajalioba.
Dans cette rencontre dominée par l'association sportive de Kaloum, les poulains de l'Océanie Marin ont surclassé les protégés du coach Ibrahima Diaby Véron 4-1 sur les installations sportives de proximité de Matoto, cabinet Kouyaté. L'entraîneur L'Océanie Marin s'est félicité de la victoire de son équipe, mais a reconnu le fond de jeu produit par les joueurs du club olympique de Kakandé durant les 90 minutes. J'étais très content de l'intensité que les deux équipes ont pu mettre. Du début jusqu'à la fin, on a senti que chacune des deux équipes a toujours voulu gagner. Et nous aussi, ça nous a permis d'avoir quelques marques parce que c'est une équipe, l'AS Kaloum joue sur synthétique à tout moment. Je pense que le match a été très intéressant et physiquement et tactiquement. Ça nous a donné beaucoup d'enseignements. Et à partir de là, je crois qu'on aura peut-être 50% de chances de mieux s'exprimer à Bokeh. De son côté, le club olympique de Kakandé, après plusieurs matchs amicaux remportés respectivement ces derniers temps contre certains clubs d'élite du pays, Séquence 1-0, Fellow Star de la baie 3-2, Flamme Olympique 1-0, Le Loup 3-2 et perdu 2 contre la deuxième équipe du Roréa, c'est 4-2 et celui contre la AS Kaloum 4-1, prépare activement son match très décisif contre Tête d'Afrique ce samedi 18 janvier 2020 à York-Guia pour la montée en Ligue 2 Pro cette saison. C'est bien normal qu'on gagne des fois et qu'on perd, mais ce soir, vous savez, c'est presque notre dernier match avant notre match de barrage, donc chacun quand même se méfiait. L'essentiel c'était de trouver les garçons un peu décontractés, ils font leur jeu et puis essayer de respecter la tactique. Je pense bien que cela a été fait et nous, c'est pas le score, on ne courait pas derrière le score, mais l'important c'était le contenu du jeu et là on a pu utiliser 27 joueurs et parmi les 27 on a compris les 18 qui vont nous représenter. Ce samedi, pour espérer retrouver l'élite du football guinéen, l'équipe du président Lamine Guirassy, le club olympique de Kakandé, doit impérativement s'imposer contre Tête d'Afrique à York-Guia dans Dubreka. Les rideaux sont tombés dimanche dernier à Sigiri sur la finale de la première édition du tournoi de football doté du trophée Tidiane Koïta, un tournoi qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les fils et filles de Sigiri. La rencontre a mis aux prises la formation de Mandé Taximoto et celle des enseignants. Ce public reportage est signé d'Alpha Omar Keïta. C'est devant un public de bons enfants que s'est joué ce dimanche à Sigiri la finale de la première édition du tournoi corporatif doté du trophée Tidiane Koïta. Un tournoi qui s'inscrit selon les organisateurs dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les fils et filles du terroir. Le stade Ibrahima Permis Magasuba a servi de cadre à la rencontre. Le district a eu l'initiative de collaborer avec le collectif des journalistes pour initier un tournoi de corporation de football doté du trophée Elhadj Tidiane Koïta, opérateur économique, pour non seulement tisser des liens d'amitié entre la jeunesse de Sigiri et aussi réconcilier les services et les corps et métiers de la ville de Sigiri. Nous avons choisi Tidiane, non seulement il est digne fils de Sigiri, mais c'est aussi quelqu'un qui se bat pour non seulement le développement de Sigiri et aussi pour l'épanouissement des activités des orpailleurs de la République de Guinée. Nos sentiments sont les meilleurs parce que c'est une compétition du début jusqu'au maintenant. Il n'y a pas eu d'anomalie, c'est la paix, c'est l'entente, c'est la tendresse surtout entre les fils de Sigiri. Vous savez très bien que nos héros se sont battus pour que la Guinée soit aujourd'hui là où elle se trouve. Et ils se sont battus pour que la Guinée puisse être unie, solidaire à jamais. Personne n'a intérêt à ce qu'on divise la Guinée. Ce cap culturel qui est l'une des valeurs du Mandingue, c'est surtout le côté social qui importe beaucoup. Outre la population qui s'est fortement mobilisée pour venir témoigner leur solidarité aux organisateurs de l'événement, la rencontre a aussi connu la présence des cadres civils et militaires de la préfecture. Très sincèrement, il faut le reconnaître que je suis animé d'un sentiment de joie, de réconfort et de satisfaction. Réconfort, satisfaction et joie, en ce sens que ce tournoi corporatif qui regroupe tous les travailleurs de Sigiri est un tournoi d'amitié, de collaboration, d'intégration pour la paix à Sigiri. Moi, je l'ai toujours dit, dans la consolidation de la paix, il faut qu'on se tolère. Ces matchs-là, c'est pour organiser la société, rapprocher les hommes, se donner la main
pour que l'on triomphe ensemble. Donc pour cela, nous disons que ces matchs pareils-là, si ça se multiplie, ça fait renforcer la paix et l'unité dans ce pays. Après les 90 minutes de jeu du temps réglementaire sans succès, les deux équipes finalistes ont procédé aux opérations de tir au but au cours desquelles la formation de Mandien Taxi Moto a pris le dessus sur son homologue des enseignants. Bon, vraiment ce soir-là d'abord, on est content parce que le match aussi c'était pas facile aussi quoi. Parce que c'était un revanche aussi en faveur de l'éducation aussi quoi. Mais malgré quand même on a fait le mieux quand même. Parce que le temps aussi nous a pas permis aussi quoi de faire au moins les 45-45. Mais quand même Dieu merci quand même. On a eu la chance quand même de gagner au tir au but quand même. La rencontre a pris fin par la remise des prix aux joueurs des deux équipes finalistes. Hors du pays, comment lutter contre les tensions dans les sites d'orpaillage au Mali? Comment régulariser le secteur à travers l'installation des comptoirs et les couloirs d'or? Ces questions étaient au centre d'une rencontre entre les acteurs et les administrateurs du cercle de Yonfolia, initiée par la préfecture du cercle. L'initiative vise à inciter une volonté politique pour rendre donc le secteur plus rentable. Ces images sont commentées par Ibrahima Sokoba, notre correspondant du côté de Bamako. Yonfolia est une collectivité territoriale de 12 communes. La pratique de l'orpaillage remonte à plusieurs années dans le cercle. Considéré comme le premier secteur d'activité, l'exploitation de l'or constitue très souvent une source de tension entre les communautés. Le cercle de Yonfolia est une zone à d'orpaillage par excellence. Aujourd'hui, le cercle est confronté à des problèmes fonciers liés à l'exploitation artisanale de l'or. Et ces problèmes sont conflictuels, environnementaux, voire sécuritaires. Selon les autorités administratives, ces problèmes sont complexes, d'où cette typologie. Notamment, il y a les confrontations, sinon des litiges fonciers entre les villages ou même intercommunautaires. Il y a aussi des conflits entre les villages frontaliers. Par exemple, nous sommes à la frontière avec la Guinée. Chaque fois, il y a des problèmes. Foyer de tension pour les acteurs, il est urgent d'agir afin que l'or brille pour tout le monde. Et cette rencontre de Yonfolia est un élément déclencheur pour les participants. On a vu que tous les sites d'orpaillage qui sont dans notre cercle ne sont pas réglementés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence de couloir. Tout ce que les textes ont dit par rapport à l'orpaillage n'est pas appliqué. Donc l'atelier d'aujourd'hui qui a réuni tous les acteurs étaient tous là aujourd'hui pour diagnostiquer l'état des lieux et faire des propositions et douanes pour que vraiment l'orpaillage puisse se faire dans notre cercle de façon correcte. Engagé dans la rue. Nous excuses, mesdames et messieurs, pour la qualité sonore de cet élément de reportage. C'est ainsi d'ailleurs que prend fin cette édition d'information. Merci de votre attention. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.